Alors bonjour, bonjour. Sinon que bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui sont dans des endroits où il fait jour. C'est important. Ah, excusez-moi. Il me doit de me moucher. Donc connectez-vous, 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 chers parents, chers amis. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Donc mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Partagez le direct massivement. Et n'hésitez surtout pas de me donner les étoiles. Donnez-moi mes étoiles en quitté ici. Donnez-moi mes étoiles en quitté ici, mes chers amis. Partagez le direct. Invitez vos amis à aimer la page. Voilà, invitez vos amis à aimer la page. La page Guégué complet, c'est très important. Partagez le direct dans les groupes sur vos murs. Taguez vos amis à venir suivre. Donc nous allons parler de Bakhmut et le discours de Vladimir Poutine. Le discours de demain. C'est très important, chers parents, chers amis. Très, très important. Je dis c'est très, très important, mes frères et sœurs. Très, très important. Voilà. Firmez Mambo, maître Firmez Mambo, big up à vous. Ou bien, Machi, Machi. Ouais, on est ensemble. Donc, partagez le direct. Alors, donc, sans trop tarder, on va rentrer dans le but du sujet parce qu'il fait déjà tard. Il se fait déjà tard. Jean-Francis Kofi. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Samouka Bomba. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. On va parler de ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi Bakhmut ne tombe pas? Et quel discours Poutine va tenir demain? Voilà, le discours que tout le monde attend. C'est très important. Alors, donc, on rentre Hippolyte Zanli, big up à vous. Issa Salif, big up à vous. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Bondon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino Camari des Oula Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Bakhmut d'abord. Après, nous allons arriver sur la personnalité de M. Poutine. C'est très important. C'est très important. Ouais, c'est très important. Alors, des gens me posent des questions. Pourquoi Bakhmut ne tombe pas? Pourquoi depuis là, Bakhmut ne tombe pas? Quel est le problème de Bakhmut? Mes frères et sœurs. Et des gens se posent des questions, mais l'armée russe, pourquoi elle n'arrive pas à faire tomber Bakhmut? Ils se posent des questions. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire tomber Bakhmut? Ah, je tiens à vous dire et à vous préciser que la Russie est tombée dans son propre piège. Des gens vont se demander, mais pourquoi tu dis la Russie est tombée dans son propre piège? Oui, la Russie est tombée dans son propre piège. Concernant la construction des villes ukrainiennes, je n'ai pas dit l'opération spéciale est mauvaise. J'ai dit la Russie est tombée dans son propre piège concernant la construction des villes ukrainiennes. Ces villes ukrainiennes ont été construites par l'Union soviétique. Vous saviez, au temps de l'Union soviétique, il y avait la guerre froide. Et cette guerre froide avait conduit l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, ainsi que leurs alliés européens, à une course à l'armement. Parce qu'ils disent toujours l'Amérique et l'Union soviétique étaient en guerre froide, mais l'Europe était derrière les Américains. C'est ce que les gens refusent de dire. De la manière ils disent non, ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre américano-russe et les Européens ils s'écartent. Pourtant, ils soutiennent. Eux-mêmes, ils sont impliqués là-dedans. Ils soutiennent les Américains. Mais ils mettent toujours les Américains devant et eux, ils s'enlèvent. Donc, lors de la guerre froide, les Européens étaient aussi des soutiens des Américains. Donc, l'Union soviétique, à son temps, avait construit les villes de l'Union soviétique
de manière à ce que si jamais une guerre nucléaire s'éclatait entre l'Europe, les Américains et l'Union soviétique, pour que les habitants de l'Union soviétique puissent se mettre à l'abri. Et donc, les villes ukrainiennes étaient des villes qui étaient fortifiées. Je dis bien, c'était des villes qui avaient été construites au temps de l'Union soviétique parce que l'Ukraine est un pays qui est à la première ligne entre l'Ukraine et la Pologne et consorts. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, c'était des pays qui faisaient face à l'Ouest. Et donc aussi, il y avait une attaque venant de l'Ouest, des Américains et des Européens de l'Ouest, pour attaquer l'Union soviétique. Il fallait d'abord marcher sur ces villes avant d'atteindre Moscou. Et donc, l'Union soviétique avait construit ces villes de manière à ce que ces villes ne soient pas prenables. Ils ont fait des bunkers, en tout cas des caches antinucléaires, c'est-à-dire si même ils laguaient, hein, l'UE et les Américains attaquaient avec des armes atomiques, les gens allaient se mettre à l'abri. Et donc, ils avaient construit ces villes pour que ce qui était arrivé à l'Union soviétique ou à la Russie ne se répète plus lorsque l'Allemagne avait attaqué. Voilà pourquoi ils ont construit ces villes de façon fortifiée. Est-ce que vous comprenez? Ils ont construit les villes de manière fortifiée. Et Bakhmut fait partie de ces villes. C'est comme Mariupol. Vous avez vu la bataille de Mariupol. C'est parce que Mariupol avait été entouré, encerclé. Et puis il y avait la mer de l'autre côté. Et donc, la nourriture ne pouvait plus venir. C'est là les combattants de Mariupol, qui étaient les gens d'Azov, se sont rendus d'eux-mêmes. Parce que c'est une ville qui était construite de façon fortifiée. Il y avait des trucs, des tunnels, hein, dans la ville, ça passe sous la ville et tout. Des tunnels creusés en truc, à combien de mètres? À 5 mètres de profondeur. Tout est truc bunkérisé, tout est rempli de béton, les trucs d'acier. Et donc, du coup, c'est difficile. C'est difficile de déloger des gens qui se sont enterrés, qui sont cachés dans les sous-sols. Et ils ont fait des trucs, des ouvertures ici, et puis ils rentrent dans les sous-sols. Comment tu peux les déloger là-bas? Et dans ces villes, il y a aussi des populations. Donc si tu utilises certaines bombes à vouloir les déloger, tu tues tous ceux qui sont civils. Et donc il y a certaines bombes qui sont interdites. Et maintenant les Ukrainiens eux-mêmes, ils ont augmenté encore. Vous voyez, depuis 2014 jusqu'en 2022, hein, ils ont creusé encore d'autres tunnels pour augmenter. Donc ce sont des villes où il y a assez de tunnels. Voilà pourquoi c'est très difficile de les déloger. Eux, les Européens les ont aidés à creuser des tunnels encore. En dehors des tunnels des trucs de l'Union soviétique, les Européens sont venus les aider à creuser des tunnels et ils ont mis des bétons et des bétons. Toutes les villes ukrainiennes sont bunkérisées en fait. Voilà pourquoi l'opération spéciale n'avance pas comme ça devrait être. Les Européens, ils n'ont jamais fait de guerre. Un pays européen n'a jamais attaqué un pays qui s'est bunkérisé de la manière l'Ukraine. C'est fait. L'Ukraine était membre de l'Union soviétique. Et donc les soviétiques, de la manière ils ont creusé les tunnels, même dans les villes russes, c'est comme ça. Il y a des tunnels dans chaque ville russe. Chaque ville russe est bunkérisée. Il y a des tunnels partout. Donc si jamais un jour les Européens attaquaient la Russie pour prendre des villes russes, ils allaient souffrir de la sorte parce que tout est rempli de tunnels. Et c'est comme ça qu'ils avaient construit même les métros de Moscou. Les métros ont été construits de telle sorte que si la ville est attaquée, Moscou est attaqué, les gens puissent se cacher dans les trucs de métro. Et c'est ce que l'Ukraine fait. Ce qui n'est pas le cas des trucs de l'Europe. Ce qui n'est pas le cas de l'Europe.
Les trucs de métro là sont pas construits pour que les gens puissent aller se cacher là-bas. Ils ont construit ça pour que les métros passent. Uniquement. Donc s'il y a bombe qui tombe au-dessus, ça va perforer ça. Mais là-bas, l'ancienne Union soviétique, ils avaient construit ça. Ils avaient prévu tout. Métro en même temps cachette des gens. Je vous rappelle que lors de la Deuxième Guerre mondiale, Joseph Staline était caché même dans le métro de Moscou. C'est là-bas il était et puis il avait tenu son discours pour rassembler l'armée rouge pour lancer la contre-offensive face aux Allemands. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi les choses n'évoluent pas vite. Et les gens, non, l'armée, non. Voilà pourquoi les choses n'évoluent pas vite. Voilà. Et donc, suite à ça, vous comprenez. Même la France, qui est la France, là, quand Babo était dans son bunker à Biguin, là, pour le déloger, là, ils ont gaspillé combien de trucs de bombes. Je demande, pour que les gens puissent comprendre, je dis la France qui est la France. La Côte d'Ivoire qui n'a pas de défense anti-aérienne, je dis, hein, qui n'a pas de système anti-aérien. Babo était caché dans son bunker à Cocody là-bas. L'armée française a commencé à attaquer le bunker. Est-ce qu'ils l'ont délogé dès le premier jour? Non, ils ont mis assez de temps. Ils ont mis assez de temps. Oh, les bunkers qui sont construits en Ukraine, ça n'a rien à voir avec où Babo était. Pour Babo, là, c'est petit. C'est des bétons armés de trucs de 3 mètres d'épaisseur. Les Staline, ils avaient construit ça pour que ça puisse résister aux bombes atomiques. En Côte d'Ivoire, on n'a pas construit le bunker là-bas pour que ça puisse résister aux bombes atomiques. Des bétons armés de trucs de 3 mètres d'épaisseur. Tu vois, béton même, on dirait c'est truc. Donc, 3 mètres d'épaisseur. Et il y a les trucs, les trucs, les troncs d'acier qui sont... Vous comprenez? Oh, en Côte d'Ivoire, la France a mis beaucoup de jours pour déloger Babou. Donc, en Ukraine, où c'est beaucoup là, ces gens de... Et puis, leur truc, leur bunker là, c'est assez dans la ville. Vous voyez, il y a plusieurs bunkers. Il y a des tunnels qui passent. Donc, pour les déloger, ils sont cachés, ils sont terrés. Et puis eux-mêmes, ils ont creusé encore, ils ont augmenté d'autres tunnels. Et pendant qu'ils se battent, il y a d'autres qui creusent encore derrière eux. C'est-à-dire, ils vont à 1 km ou à 2 km. Et puis, ils creusent encore. Ils créent des tunnels encore. Donc, dès lors qu'ils perdent leur position, ils courent, ils s'en vont dans l'autre tunnel qui vient de creuser fraîchement. Ils se cachent dedans. Et puis, ils attendent encore. Donc, voilà pourquoi ça n'avance pas. Voilà pourquoi ça n'avance pas. Sinon, c'est pas pour dire l'armée russe est incapable. Non, 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 non. Ça, il faut des techniciens. Il faut... je peux dire l'armée russe est l'une des meilleures armées du monde. Parce que face à n'importe quelle armée, ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas avancer sur le terrain. Le terrain ukrainien, de la manière il est, c'est impossible d'avancer. Même les Américains qui crient là, si c'est eux en truc en Ukraine, ils ne peuvent pas avancer comme ça. Les gens peuvent dire, ouais, ils ont des bombes qui rentrent en profondeur pour détruire des bunkers. Mais ces bombes qui rentrent en profondeur pour détruire les bunkers là, ce sont des bombardiers qui lancent ça. Pour que le bombardier puisse lancer ces genres de bombes, il ne faudrait pas que le terrain sur lequel les gens se battent, il ne faudrait pas qu'il y ait des systèmes de défense. Tant qu'il y a des systèmes de défense, les bombardiers américains ne peuvent pas rentrer sur le territoire pour laguer ces genres de bombes. Parce que ce ne sont pas des bombes qu'on lance en distance. Ce ne sont pas des bombes que tu lances qui ont eu une portée de trucs de 1000 km ou 2000 km. Non. Ce sont des bombes que les bombardiers laissent. Et ça tombe. Et quand ça tombe, c'est ça qui ça perfore les bunkers à 3 mètres de profondeur. Et ça détruit. Mais pour que ces bombardiers puissent aller sur le terrain pour laguer ces genres de bombes, il ne faudrait pas qu'il y ait des systèmes de défense. Or, ce qui se passe en Ukraine, ce n'est plus une question d'Ukraine seule. Tous les pays européens, chaque pays européen cotise des systèmes de défense pour envoyer ça en Ukraine. Donc la Russie fait face.
à des différents types d'armes. C'est ce que des gens doivent comprendre. C'est le seul pays au monde qui affronte au moins 50 pays avec les différents types d'armes. Et ce pays, malgré cela, avance, malgré cela, détient au moins 18% ou sinon que 20% du territoire ukrainien. Et ces 50 pays ne parviennent pas à les chasser de là. C'est ça, les gens doivent reconnaître d'abord. Sinon, la Russie a aussi ces gens de bombes pour détruire les bunkers. Mais pour que ces gens de bombes puissent détruire les bunkers ukrainiens, il faudrait que toutes les défenses, les défenses aériennes ukrainiennes soient détruites totalement. Le problème est que quand la Russie les détruit, ça vient. Les Occidentaux envoient ça seulement. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça, c'est pas une petite affaire. Parce que ce ne sont pas les Ukrainiens même qui pilotent. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient former des trucs, des conducteurs de chars ukrainiens. Mais quand ils ont dit, non, parce que la Russie commence à avancer, malgré les bunkers, malgré les tunnels qui sont creusés, la Russie avance. Donc ils ont dit non, c'est une course contre la montre. Il faut amener les armes vite. Mais ces armes qu'ils envoient vite là. Parce qu'ils ne disent pas ça aux gens, ils disent non, il faut les former. Mais en réalité, il y a beaucoup de chars occidentaux qui sont déjà dedans, qui sont déjà rentrés. Et il y a des vidéos qui prouvent que chaque jour, ils envoient des chars. Ils envoient des armes lourdes occidentales. Mais qui va piloter ces armes? Mais ce sont des mercenaires occidentaux. Et c'est des gens qui font partie des armées professionnelles de certains pays occidentaux. Ils les envoient là-bas. Mais quand ils les envoient, ils disent non, ce sont des volontaires. Mais en réalité, c'est leur gouvernement qui les envoie là-bas. Parce qu'eux, ils savent manier ces armes. Les Ukrainiens ne savent pas manipuler ces armes. Eux, ils savent le faire. Donc, ils disent non, ce sont des volontaires. Et donc, ce sont ces gens-là qui s'en vont piloter ces engins sur le terrain. Ce ne sont pas les Ukrainiens. Depuis le début, les Occidentaux ont déjà envoyé 1400 systèmes de défense antiaérienne en Ukraine. Est-ce que vous le savez? 1400 systèmes de défense. L'Ukraine même ne possédait pas un très grand nombre de systèmes de défense. Donc l'Allemagne a envoyé, l'Italie a envoyé, la Suède a envoyé, l'Espagne a envoyé, les Américains ont envoyé, la Norvège a envoyé. Vous comprenez? Donc c'est plusieurs pays qui envoient leur système de défense. Donc les bombardiers russes ne peuvent pas aller sur le territoire ukrainien se balader. Ce ne sont pas des bombardiers qui sont furtifs. Ça n'a rien à voir, des bombardiers furtifs. Ce sont des bombardiers que n'importe quel radar peut repérer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces bombardiers sont faits pour des pays qui n'ont pas une vraie défense aérienne pour laguer des tapis de bombes comme en Irak, comme les Américains avaient fait ça en Irak face à Saddam Hussein. Il a fallu détruire leur système de défense. Et comme les Irakiens, ils n'étaient pas soutenus par un autre pays pour renforcer leur défense aérienne. Donc, dès lors, si l'Ukraine n'était pas soutenue par les Occidentaux, c'était fini. Il n'y avait plus de système de défense en Ukraine. Le ciel ukrainien allait être un passoire, vite fait. Les bombardiers russes allaient rentrer, sortir, faire n'importe quoi sur le territoire ukrainien. C'est parce qu'ils sont soutenus par 50 pays qui renforcent leur défense, qui envoient des armes, des cargaisons, des milliards de dollars. Donc, ce n'est pas une question de dire l'armée russe vaut rien. Non, même les Américains qui font la guerre partout là, ils n'ont jamais été en conflit avec un pays et voir 50 pays du monde s'unir pour soutenir ce pays, armer ce pays jusqu'aux dents, et puis les Américains vont dire bon, ils sont sortis victorieux. Jamais. Ils n'ont jamais eu à affronter un tel adversaire. C'est la première fois qu'un pays affronte un tel adversaire. Ça fait 1 an et la Russie n'est pas encore désarmée. Ça fait 1 an que la Russie... Sinon, l'Ukraine, on ne peut pas tenir. Les usines de fabrication des armes ukrainiennes ont été déjà
détruire. Donc, l'Ukraine n'a pas la capacité de produire des armes et continuer, puisque l'énergie ukrainienne ne suffit pas. La Russie a mis ça à plat, a détruit les usines. Donc, sans l'aide de l'extérieur, l'Ukraine, on ne peut plus. C'est ça, on dit grande puissance, la Russie. Parce qu'elle a détruit tout ce qu'il fallait pour éviter son adversaire de produire des armes. Donc, l'Ukraine dépend à 100% des Occidentaux. Le jour où les Occidentaux vont dire, bon, nous, on ne peut plus vous donner des armes, c'est fini. L'Ukraine fléchit les genoux. Mais la Russie, elle produit ses propres armes, sa propre technologie, face à toute une gamme de technologies occidentales. La technologie américaine, française, allemande, italienne, espagnole, norvégienne, suédoise, c'est moi qui veux, coréenne, japonaise. Il y a tout, turc, donc il y a polonaise, il y a plusieurs sortes de technologies que les Russes affrontent sur le territoire ukrainien. Parce que pour eux, pour les membres de l'OTAN, c'est hors de question de voir la Russie gagner. Ils disent ça ouvertement. Que si la Russie gagne, c'est une catastrophe pour eux, pour l'organisation et le monde entier. C'est ce qu'ils disent. Donc voici un peu pourquoi. Et il y a des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement parlant. Et ils disent non, petit Ukraine, la Russie n'arrive pas à démilitariser l'Ukraine. Ah, ne soyons pas malhonnêtes jusqu'à ce point. C'est pas, non seulement ce n'est pas une petite Ukraine. Ukraine est un grand pays. Ukraine fait 2 fois la France en termes de superficie. Ça, c'est un. Maintenant, en termes de population, ils sont au moins 45 millions d'habitants. C'est un pays qui a la technologie nucléaire, ce qui est rare. Parmi les pays européens, là, quel pays qui a la capacité de fabriquer les armes nucléaires? Et l'Ukraine était la 3e puissance nucléaire au monde. Après la Russie, les États-Unis venaient l'Ukraine. Devant la France et l'Angleterre. Devant même Israël. L'Ukraine était la 3e puissance nucléaire du monde. C'est en 91, les armes nucléaires de l'Ukraine ont été remis à la Russie. Donc, quand on vous dit la Russie est la première puissance nucléaire au monde, c'est pour ça. Les armes nucléaires ukrainiennes ont été remises à la Russie. Donc, ce n'est pas un petit pays qui n'a aucune technologie comme l'Irak, qui ne connaît rien. Non, les Ukrainiens, ils ont des grands scientifiques. Ils fabriquent des avions. Dans ce monde-là, les pays qui ont la technologie de pouvoir fabriquer des avions, ils sont 1-1. C'est maintenant la Turquie qui apprend à fabriquer des avions. Je vous parle des vrais avions, je ne vous parle pas des drones. Dans ce monde-là, les pays qui ont la capacité de fabriquer des avions, ils sont 1-1. On les compte du bout des doigts. Je vous le dis, en Afrique, là, il n'y a pas un pays qui fabrique avions là-bas. Même l'Afrique du Sud qui est avancée n'arrive même pas à fabriquer des avions. Mais l'Ukraine a la capacité et la technologie de fabriquer les avions. Les Antonov, le plus gros avion cargo du monde, qui a été détruit par la Russie en Ukraine, ce sont les Ukrainiens qui ont fabriqué. Ils ont la capacité de fabriquer des moteurs d'avion et des moteurs de fusée. Quel pays africain qui a cette capacité? Et même quel pays européen? Les pays européens, vous les prenez un à un. Quel pays européen qui a la capacité de fabriquer des moteurs de trucs de fusées et d'avions? Ils sont un à un. Est-ce que vous comprenez? Même l'Allemagne ne fabrique pas les moteurs de trucs de fusées et d'avions. Peut-être la France, l'Angleterre, mais ils ne font pas ça seuls. Ils sont obligés de se coaliser pour pouvoir fabriquer ces genres de trucs d'engins. Or, l'Ukraine seule faisait ça. Est-ce que vous comprenez? Non, ils fabriquent leurs missiles balistiques. Quel pays européen qui a la capacité de fabriquer les missiles balistiques? Il n'y a que l'Allemagne, peut-être la France, l'Angleterre. Les autres pays, là, ils n'ont pas la maîtrise de ça. Ils sont obligés de voir les Américains pour acheter ça dans leurs mains. Donc, ce n'est pas un petit pays, technologiquement parlant, ils sont avancés. Eux-mêmes, ils ont fabriqué leur propre système de défense. Donc, c'est un pays qui est technologiquement parlant avancé.
qui a obtenu sa technologie durant l'Union soviétique. Parce que les scientifiques de l'Union soviétique, c'était un seul pays. Donc, la science de l'Union soviétique profitait aussi aux Ukrainiens. Donc, ils ont acquis une très grande connaissance dans ce domaine. Ils ont acquis ça. Donc, c'est un pays qui peut fabriquer l'arme nucléaire sans souci. Parce que c'est un pays qui a la technologie. Des armes nucléaires, comme l'Afrique du Sud, comme la Corée du Nord et tout. Donc, c'est un tel pays, la Russie, a attaqué. La Russie n'est pas partie attaquer un pays comme la Libye, qui n'a pas les moyens de se défendre. Et même la France était incapable de battre la Libye. Elle seule, elle était obligée d'aller là-bas en coalition parce qu'elle seule, elle a tenté, ça n'allait plus. Elle était obligée d'appeler ses alliés et venez m'aider. Pourtant, la Libye n'était pas aidée par un autre pays. La Libye était seule face à la France. La France ne pouvait pas maîtriser Kadhafi. Elle était obligée d'appeler les Américains, les Anglais et consorts. Est-ce que la Libye avait la technologie que l'Ukraine a? Mais la Russie seule attaque l'Ukraine. C'est là on voit qu'un pays est puissant. Si l'Ukraine n'avait pas l'aide qu'elle reçoit, et puis ce n'est pas une guerre générale. Vous avez déjà vu la guerre que les Russes font. Si la Russie décide de faire la vraie guerre face à l'Ukraine, c'est fini pour l'Ukraine. Ce n'est pas 300 000 hommes ou bien 170 000 hommes que les Russes vont mobiliser. C'est des millions de soldats qui vont être déversés en Ukraine, vite fait. Allez-y, demandez aux Allemands. Quand les Allemands ont attaqué la Russie, la bataille de Stalingrad, ils étaient proches de Moscou. Quand Staline a prononcé son discours, c'est des millions de soldats qui ont dégainé de Moscou, versés sur les soldats allemands. Atia. Staline a mobilisé au moins 15 millions de soldats. Quand ils ont entendu parole de Staline, 15 millions alignés, tout un pays. Les armes à la main, ils sont tombés sur les Allemands. Ils disent on meurt ici aujourd'hui. 15 millions à tir. Ils ont commencé à les mater. Auprès de Moscou, les chasser vers Stalingrad, truc. Voilà. Ils ont commencé à les mater jusqu'à ils les ont poursuivis. Jusqu'à vers Berlin. Dire ce que vous êtes cherché, vous êtes venu chercher ici, on va vous montrer ça. Donc, si Poutine veut réellement, il voulait réellement déclencher une guerre totale. Les réservistes russes, au total, ceux qui ont fait leur formation militaire, ils sont 27 millions en Russie. La Russie peut dire, bon, je mobilise au moins 2 millions de soldats. Tous les 2 millions, là, ils vont attaquer l'Ukraine totalement. Vous pensez que l'Ukraine a les moyens de trucs, même les Occidentaux, face à ça, là, ils vont commencer à dire, ah, c'est-à-dire si la Russie mobilise 2 millions de soldats là, pour dire, bon, quand vous aidez l'Ukraine et que vous ne voulez pas que les choses finissent, je vais en découdre, je vais déclarer la guerre officiellement à l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas tenir face à une telle grande offensive de 2 millions de soldats. Ce qui va obliger les Occidentaux à rentrer en guerre officiellement parce qu'ils savent que l'Ukraine risque de tomber. Kiev risque d'être pris par la Russie. Donc, ils vont vouloir rentrer en guerre. Ou soit ils négocient immédiatement. Mais Poutine, il n'est pas encore à ce niveau. Il a dit c'est une opération spéciale. Mais il y a des faucons en Russie qui disent mais à quoi joue Poutine? Pourquoi il ne déclenche pas la guerre totalement à l'Ukraine? Pourquoi il laisse les Occidentaux armer les Ukrainiens jusqu'aux dents? Pourquoi il ne bombarde pas le palais présidentiel à Kiev? Pourquoi il ne bombarde pas l'Assemblée nationale à Kiev? Pourquoi il laisse un truc? Voilà, Zelensky se pavane. Pourquoi il ne le vise pas? Et il y a des gens qui commencent à s'énerver à Moscou pour demander à Poutine qu'est-ce que tu attends pour en découdre avec lui? Qu'est-ce que tu attends pour bombarder son palais et tout? Mais je pense qu'ils ont raison. Parce que ce sont des citoyens russes qui meurent. À un moment donné, Poutine doit prendre ses responsabilités pour dire bon, trop c'est trop, les choses ont duré. Je vais détruire les centres de communication, les centres de décision, mais il ne le fait pas.
Et tout est basé à Kiev et dans les autres. Ils ne frappent pas là-bas. Même en truc, leur Assemblée nationale, ils ne bombardent pas la résidence de Zelensky. Il sait où c'est. Il ne frappe pas. Et puis il laisse. Et ce dernier, il fait un truc, des vidéos. Il fait à un moment donné, il faut frapper fort. Il faut frapper fort. Il faut s'en prendre violemment à la capitale. Bombarder ça. 24 heures sur 24 heures pendant une semaine. Les Occidentaux, ils vont commencer à demander pardon, ils vont vouloir négocier. Mais la Russie ne le fait pas. Donc voilà, tout dépend de Poutine. Et je pense que son discours de demain, ça sera révolutionnaire. Je pense que le discours de demain, là, parce que beaucoup lui ont fait comprendre qu'il n'a qu'à changer. Il n'a qu'à changer l'aspect des opérations spéciales. Il n'a qu'à passer à une autre dimension parce que depuis là, ça tarde. Et que si jamais il ne prend pas le contrôle total de l'Ukraine et que l'Ukraine réussit à s'échapper de la Russie, l'OTAN va s'implanter et l'Ukraine va être un pays agressif envers la Russie. Et de l'Ukraine, ils vont vouloir déstabiliser la Russie parce que comme c'est le même peuple, ils vont former des voyous, des terroristes pour aller faire des sabotages sur le territoire russe. Ils vont aller là-bas en tant que des citoyens ukrainiens qui s'en vont demander asile en Russie et arriver là-bas. Pourtant, ce sont des agents doubles qui vont aller poser des actes nocifs sur le territoire russe. Et donc, la Russie a intérêt d'imposer ce qu'elle veut à l'Ukraine. Obliger les Occidentaux à accepter ce que la Russie veut. Et donc, Poutine a intérêt demain à faire comprendre, à lancer un message clair. Et ce message doit être suivi des actes clairs. Pour dire, si vous n'arrêtez pas d'armer l'Ukraine, la Russie déclarera la guerre totale. Non seulement à l'Ukraine, mais tous ceux qui vont vouloir lui mettre les bâtons dans les roues, ces pays seront considérés comme des pays hostiles et qui attaquent aussi la Russie. Donc la Russie sera dans l'obligation de répondre aussi à ces pays. Quand le message est clair comme ça, je pense que les Occidentaux vont commencer à réfléchir. Voici le discours qu'il doit tenir. Que c'est l'existence même de la Russie qui est en jeu. Et il lance ce message à tous les Russes. Il est hors de question de voir une Ukraine armée jusqu'aux dents, aux portes de la Russie, qui est anti-russe. Il faudrait que cette Ukraine, le régime qui est au pouvoir là-bas, change. Il faudrait que cette Ukraine ait l'amour pour la Russie. Et le seul moyen pour pousser ceux qui sont au pouvoir là-bas à ne plus formater les esprits des citoyens ukrainiens, c'est de les faire tomber. Et pour les faire tomber, c'est de déclarer la guerre totale à ces gens-là. Et lancer une mobilisation générale. Quand ça va être une mobilisation générale, ça va sonner très fort en Occident. Les Occidentaux, ils vont comprendre que non, là où ça va maintenant, ce n'est plus une question d'opération spéciale, mais c'est une question de montée en gamme. Et quand il y aura la mobilisation générale, et que la Russie mobilisera au moins 5 millions à 10 millions de personnes, et Poutine dira que cette mobilisation générale, c'est pour attaquer tous ceux qui se mettront sur la route des Russes par rapport à leurs opérations qu'ils mènent en Ukraine, se trouveront sur la route des Russes. C'est-à-dire, la Russie ne permettra plus jamais à un pays d'envoyer des armes sur le territoire ukrainien. Quiconque acceptera des armes sur son territoire pour transférer ça en Ukraine, la Russie frappera. Et s'il faut aller en guerre totale, elle est prête pour aller en guerre totale. Quand un tel discours est déclaré, vous allez voir les citoyens des pays européens commencer à dire à leur gouvernement, faites attention. Vous allez voir tout de suite la diplomatie, c'est-à-dire il faut être violent.
Les Occidentaux, ils ne comprennent pas autre chose que la violence. Il faut leur montrer que non, tu es plus violent qu'eux. Il faudrait que Poutine tienne un tel discours. Comme ça, ils puissent comprendre aussi que non, cette histoire d'Ukraine n'est plus uniquement pour l'Ukraine, mais ça risque de déborder à tout moment. Et donc, leur propre territoire, ceux qui arment l'Ukraine, et puis ils sont heureux chez eux, ils vont comprendre que bientôt, là, il y aura aussi des missiles qui vont s'abattre aussi sur le territoire. Et donc, ils seront plus heureux dans leur salon. Et qu'ils vont connaître la douleur que les Russes subissent et l'Ukraine a subi. Quand c'est comme ça, c'est clair. Et faire comprendre aux Américains que vous n'êtes pas à l'abri de quoi que ce soit. Et que dorénavant, la Russie ne permettra plus jamais à un navire américain de transporter des chars de guerre, traverser la Méditerranée pour venir livrer ça aux Ukrainiens. Tout navire américain qui tentera ce chemin sera coulé dans la mer. Quand c'est comme ça, le message est clair. Ça va sonner partout dans le monde. Et Poutine mobilise ses troupes à travers toute la Russie, ses armes stratégiques, ses sous-marins, tout est prêt. Vous allez voir le temps, ils vont tout de suite convoquer une réunion d'urgence pour dire bon, il faut trouver une solution avant que cela ne dégénère. Maintenant, s'ils ne veulent pas, mais ça va dégénérer. Et en ce moment, la Chine va se positionner. Donc, quand c'est comme ça, ils voient que la Chine est déjà du côté du truc de la Russie. La Corée du Nord est déjà du côté de la Russie. Et si Poutine tient un tel discours, vous allez voir, ils vont dire, il s'agit de notre domination qui est en jeu. Si on affronte la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, et que si jamais on perd, c'est fini pour nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va aller à l'affrontement ou on doit faire comprendre aux Ukrainiens pour dire c'est le moment d'arrêter immédiatement et qu'il faut passer à la négociation parce que l'heure est grave. C'est l'avenir du monde qui est en jeu. Ils vont comprendre. Donc je pense que le discours de demain est un grand discours et Poutine ne va pas jouer. Déjà, tous les Russes parlent de ça. Il y a des affiches partout en Russie où ils disent l'histoire se répète. Nous attendons le discours de notre guide demain qui va tout changer. Et donc, je pense que c'est un discours martial, c'est un discours offensif et que ce n'est plus un discours qui va concerner l'Ukraine uniquement, mais c'est un discours qu'il tiendra pour lancer un message clair à tous les pays qui arment. Parce que là, quand il y a eu la réunion de trucs de Munich, où ils disent non, il faut battre la Russie, il faudrait que la Russie soit battue, il faudrait que la Russie perde. Donc, c'est une déclaration de guerre. Quand ils disent non, on doit battre la Russie, il faut passer à l'économie de guerre, il faut fabriquer des trucs, des munitions, des armes pour donner à l'Ukraine. Il faut se battre parce qu'on ne peut pas accepter. C'est la sécurité de l'Europe et du monde entier qui sont menacés. C'est inadmissible. Nous allons gagner, nous allons battre. Donc, ils ne disent plus que l'Ukraine va battre, mais ils disent nous allons battre. Donc, vous qui? Vous allez battre, vous qui? Mais écoutez, Emmanuel Macron, et même il parle de trucs, changement de régime. Donc, c'est une déclaration de guerre. Et donc, tout ça, les Russes ont vu. Quand Joe Biden dit, nous sommes 50 pays, nous n'allons pas laisser la Russie gagner. Nous allons gagner. Donc, de l'Ukraine, il parle maintenant de nous, vous qui? Mais le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le Norvégien, quand il dit non, l'Europe est attaquée, l'OTAN ne laissera pas la Russie gagner. L'OTAN doit avoir la victoire parce que voir la Russie gagner, c'est comme si l'alliance perdait. Et que ça sera l'échec de l'alliance. Alors, donc l'alliance est en guerre contre la Russie. C'est clair. Donc, c'est une déclaration de guerre. Et donc, Poutine, il a regardé, tous les Russes ont regardé tout ça. Donc, il faut prendre des décisions. Et l'arrivée de Joe Biden, aujourd'hui, à Kiev, c'est une manière de dire que les Occidentaux, les Atlantistes, ils sont réellement en guerre contre la Russie. Et donc, il est venu afficher que non, eux, ils sont avec l'Ukraine et qu'ils vont aller jusqu'au bout. Donc, la Russie aussi doit montrer que non, il est hors de question de laisser l'Ukraine parce que si la Russie perd le contrôle de l'Ukraine, ils vont vouloir faire la même chose en Moldavie,
en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, ils vont répéter parce qu'ils vont dire c'est avec la force en moyen la Russie. Ah oui, si la Russie perd en Ukraine, c'est fini. Ils vont faire ça tout autour de la Russie, même en Arménie. Et ils vont dire, bon, avec la force, parce que la Russie ne peut rien faire. On va faire un truc comme des régimes Schengen. Et ces pays-là, on va les retourner contre la Russie pour dire non, adhérer au sein de l'OTAN et l'UE. Et donc, même si c'est l'affrontement, on va les soutenir militairement. Et donc, c'est ça qui est en jeu, en fait. Et donc, c'est l'existence même de la Russie et sa zone d'influence qui sont en jeu. Et donc, là, il n'est plus question de jouer. C'est une question de vie ou de mort. Alors, mieux vaut aller à l'affrontement direct. Si c'est une guerre totale, il faut aller vers cette guerre totale. Il ne faut pas les laisser. Parce que s'ils réussissent ça sur la Russie, ils vont vouloir répéter ça sur la Chine. Ils vont demander à Taïwan de proclamer son indépendance. Et qu'ils sont prêts à soutenir Taïwan. Et si la Chine avait une certaine influence dans certaines zones, ils vont faire de même. Donc, ils ont une vision claire. Faire subir ce même tort à la Russie et à la Chine. C'est ce qu'ils veulent en fait. Et en retour, ils vont rêver maintenant de mettre des régimes tout pour démembrer ces États, c'est-à-dire des marionnettes qui vont rester là et permettre à certaines villes de se révolter pour dire non, on veut nos indépendances et ils vont soutenir ça. Et donc, il est hors de question de laisser les atlantistes gagner. D'où la Chine a compris le jeu et la Chine a commencé à dire bon, je m'arrange aux côtés de Moscou. Les Européens, non, c'est une ligne rouge. On ne peut pas accepter que la Chine envoie des trucs, des armes à la Russie parce qu'ils comprennent que la Chine et la Russie ensemble, ils ne pourront pas. C'est la fin de leur domination. Et donc, leur projet qu'ils ont à vouloir déclencher une guerre coûte que coûte, parce que quand je vois des spécialistes français qui disent non, la France a 3 sous-marins nucléaires qui sont prêts à dégainer. Donc, si la Russie s'amuse, la France va riposter violemment. Comme si la Russie n'avait pas aussi de nucléaire, de sous-marins nucléaires. Et que les sous-marins nucléaires russes n'existaient pas. Mais quelles sont ces débilités? Il dit donc, la France a au moins 3 sous-marins et chaque sous-marin porte au moins 16 missiles nucléaires. Donc voilà, la Russie ne peut jamais s'amuser à attaquer la France. Parce que si elle s'amuse, la Russie sait qu'une partie de la Russie sera détruite immédiatement avec les sous-marins. Donc les sous-marins français sont... Donc la Russie n'a pas aussi les sous-marins. Vous parlez de 3 sous-marins nucléaires, mais la Russie a plus de 3. Plus que 3. Elle en a beaucoup. Les sous-marins nucléaires russes, ils sont nombreux. Donc, quand vous raisonnez comme ça, réfléchissez quand même. À quel pays vous avez affaire? On parle de la première puissance nucléaire au monde. Première puissance nucléaire au monde. On ne parle pas de n'importe qui. Oui, je sais, avant que les Américains, Biden arrive en Ukraine, le Pentagone a appelé le Kremlin pour faire comprendre aux Russes que non, le président allait arriver là-bas et tout, pour des questions de sécurité, pour ne pas qu'il y ait des accrochages et pour ne pas que ça débouche sur une guerre totale entre la Russie et les États-Unis. Donc, il y a eu les accords des Russes pour que Joe Biden arrive en Ukraine pour ne pas que sa sécurité soit menacée. Donc, c'est clair. Les Occidentaux, eux, quand ils vont là-bas, bon, par voie diplomatique, ils parlent aux ambassadeurs et tout, et voilà. Vous ne pensez pas que ceux qui vont à Kiev, ils ne parlent pas. Non, 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 non. Il y a la diplomatie, ils parlent toujours avant d'aller là-bas. Ils parlent toujours avant d'aller là-bas, mais c'est parce que ce n'est pas officiel, c'est pour l'Amérique qu'ils ont affiché au grand jour. Sinon, les autres, ils parlent. Qui ne veut pas sa sécurité, qui ne veut pas rester vivant. Non, ils parlent, ils s'entretiennent avec les Russes pour éviter tout accrochage en fait. Donc voilà un peu. Oui,
C'est ça aussi, en fait, parce que la Russie, bon, le chef de la diplomatie chinoise s'est rendu en Russie après la réunion de Munich. Il est parti à Moscou pour s'entretenir avec son homologue Sergei Lavrov et donner le message de Xi Jinping à Poutine. Voilà, et ils ont dit à partir du 24, la Chine va proposer, va faire une proposition de paix. Et cette proposition de paix, c'est un piège pour voir qui va rejeter cette proposition de paix. C'est un piège chinois. Parce que la Chine, on voit que ce sont les Occidentaux qui alimentent la guerre, qui ne veulent pas que la guerre cesse. Et donc, comme la Chine a dit qu'elle veut proposer une feuille de route de paix, les Américains sont en train de discréditer les Chinois en disant que non, la Chine veut aider la Russie, veut donner des armes. Donc, pour faire comprendre que non, la Chine n'est pas neutre et que la Chine a une partie prise. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la logique en question. Donc, les Américains, ils font croire à leurs alliés au monde entier que non, la Chine veut armer la Russie, la Chine donne des armes à la Russie. Et donc, aux yeux du monde entier, et les alliés des trucs de Washington, ils vont dire, mais les Chinois, ils ne sont pas crédibles. Donc, leur proposition, ils vont faire ça en faveur de la Russie. Ce qu'ils vont proposer, c'est pour faire gagner la Russie, en fait. Donc, dès lors que la Chine proposera quelque chose, ils vont balayer ça d'un revers de main pour dire on n'en a rien à foutre de la proposition chinoise parce que les Chinois, ils soutiennent les Russes, ils arment les Russes. Voilà. Mais en réalité, les Chinois ne donnent pas des armes aux Russes. Ils ne donnent aucune arme aux Russes. Ce sont les entreprises qui coopèrent. Voilà. Tu as besoin de telle matière, je te donne pour fabriquer tant. Donc, c'est comme ça. Mais ils ne donnent pas des chars de guerre, des calages. Non, ils ne donnent pas ça aux Russes. Les Russes achètent certaines pièces détachées, certaines choses pour aller fabriquer leurs propres armes. Donc, les gens doivent le savoir. Donc, cette propagande, c'est pour discréditer la Chine pour que sa proposition qu'elle va faire le 24, elle soit balayée immédiatement par les alliés de Washington et Washington. Alors, c'est un piège chinois. Dès lors que la Chine fera cette proposition et que les Occidentaux balayeront cette proposition, la Chine va dire, bon, ok, donc, vous ne voulez pas en réalité la paix. Donc, vous voulez la guerre. Alors, la Chine prendra une position officielle pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je suis avec la Russie et nous sommes prêts à aller à la confrontation globale. Donc, avant d'y arriver, il faut proposer quelque chose pour montrer aux yeux du monde entier que non, les Chinois, eux, ils ont voulu la paix, mais ce sont les Occidentaux qui n'ont pas voulu la paix. Donc, c'est un piège. Donc, aux Occidentaux de voir s'ils veulent tomber dans le piège ou bien s'ils veulent saisir la position que la Chine va faire. C'est à eux de voir. S'ils rejettent totalement, ça veut dire qu'ils ne sont pas pour la paix. Donc, aux yeux du monde entier et aux yeux de la Chine, ce n'est plus la Russie qui est le mal, mais ce sont les Occidentaux qui sont le mal de la crise. Et donc, en partie de ce moment-là, ils ne pourront plus convaincre qui que ce soit pour dire non, les Russes ne veulent pas arrêter la guerre. Non. Donc, du côté asiatique, ils vont dire non, ce sont les Américains, les Européens qui refusent la paix en Ukraine. Alors, donc, ils veulent la guerre, ils veulent la confrontation. Allons-y alors à la confrontation. Voilà en fait le piège auquel les Chinois vont tendre aux Occidentaux. Et que puisque les Occidentaux vont balayer cela, puisqu'ils ont commencé à accuser les Chinois d'armer les Russes, donc c'est une manière de préparer les esprits des gens pour que quand ils vont balayer la proposition chinoise, ils vont dire mais la Chine n'est pas neutre. En fait, c'est pour convaincre les pays africains, les pays latino-américains et le reste du monde, les pays du Golfe et tout. Donc, ils préparent déjà les esprits parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas accepter la proposition chinoise en question. Donc, voilà un peu ce qu'ils préparent. Donc, voilà un peu ça. Oui, demain, Poutine va tenir le discours et il va attendre, suite au discours de Poutine demain, il n'y aura pas d'offensive immédiatement. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas d'offensive immédiatement. Je vous l'explique. Demain, parce que hier, le ministre des Affaires étrangères chinoise s'est rendu à Moscou pour s'entretenir avec
son homologue et donner le message de Xi Jinping à la Fédération de Russie. Ok, la Chine veut proposer une feuille de route de sortie de crise où tout le monde va être satisfait. Et comme la Chine est l'allié de la Russie, demain Poutine va tenir un discours. Et suite à son discours, c'est pour alerter non seulement le monde entier, parce que le discours va aller ensemble, c'est pour alerter le monde entier du risque et va alerter en même temps ses forces pour dire soyez prêts à frapper et aller à une confrontation totale avec l'Ukraine et l'Occident, y compris. Suite à ce discours, le 24 février, la Chine va venir proposer maintenant une sortie de truc, une feuille de route pour trouver la paix. Parce que les tensions vont monter. Puisque Biden aussi il a déjà annoncé une aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine. Et demain, lui aussi, il va tenir un discours en Pologne pour confirmer que non, les Européens vont envoyer des avions de guerre en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour confirmer et aussi mobiliser les alliés des États-Unis à s'impliquer davantage dans cette crise qui se passe en Ukraine, sur le territoire ukrainien. Donc, ils vont confirmer là-bas, Joe Biden va confirmer que non, il y aura des avions qui vont être envoyés. Tous les autres pays européens vont dire, bon, on va envoyer des avions. Poutine va tenir un discours pour menacer et être prêt à la confrontation totale avec l'Occident. Donc, les deux camps vont monter. Les deux camps vont monter. Alors, la Chine va venir en tant que médiatrice pour proposer une feuille de route pour sortir de ce conflit. Maintenant, si les Occidentaux rejettent ça, ils disent non, on n'en a rien à foutre, dégagez. En ce moment-là, la Chine va dire bon, on a essayé de chercher un compromis, on a cherché de trouver la paix. Les Occidentaux n'ont pas voulu la paix. Ils ont voulu la guerre. Donc, allons-y à la guerre. C'est en ce moment-là, Poutine, maintenant, le discours qu'il va tenir demain, ce discours, maintenant, va faire son effet. C'est-à-dire, il va maintenant donner l'ordre officiellement suite à la proposition chinoise et que les Européens vont balayer, ils vont nettoyer ça. En ce moment-là, les Chinois vont se ranger du côté de la Russie à 100%. Ils vont dire, bon, comme les autres, ils veulent une confrontation, nous allons vous soutenir et on est prêt à en découdre. Et donc, du coup, Poutine, maintenant, il va donner un deuxième discours. Hein? Il va maintenant dire un deuxième discours, c'est-à-dire c'est en masse, non? C'est en masse, en tout cas, le défilé militaire russe et tout, le 9 mars. Est-ce que vous comprenez? Février. Donc en février-mars, le 9 mars, il y a un défilé militaire à Moscou. Et donc lors de ce défilé, il donnera l'ordre aux forces armées russes pour dire, bon, frappez fort, déclenchez tout ce que vous voulez comme hostilité et nous sommes prêts. Donc voilà ce qui va se passer. Soit la guerre totale, soit la paix sera trouvée immédiatement. Alors la balle est dans le camp des Occidentaux. Si on se laisse. On est ensemble. Ciao et bonne nuit à tous et à toutes. C'était l'incontournable guerre qui est complet.